Bienvenue dans la revue de presse grand format, votre rendez-vous de décryptage approfondi de l'actualité nationale et internationale avec nos analystes les plus outillés. Vous faites bien de nous ouvrir les portes de vos domiciles. Encore, merci de votre fidélité à nos programmes. Voyons ensemble le sommaire. Litige foncier en Côte d'Ivoire à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 26 février 2025. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a réagi. Que faut-il retenir de cette réaction? Nos analystes apporteront leur éclairage dans un instant. Tidjane Thiam et la contestation au sein du PDCI RDA, 3 jours après avoir engagé une procédure judiciaire pour sa destitution, les militants protestataires ont changé de cap et ont demandé l'annulation de leur action. L'affaire a d'ailleurs été classée sans suite par la justice ivoirienne, selon le porte-parole du parti, Soumaïla Bredoumi. Voilà pour les sujets qui seront débattus tout à l'heure en plateau avec nos invités que je vous présente juste après ce qui suit. Michel Betta est avec nous. Il est le directeur fondateur du journal Le Bélier. Michel Betta, bonjour. Bonjour Khalil et merci encore à nos auditeurs et téléspectateurs de l'Intelligente TV qui nous suivent et qui nous le rendent bien. On vous dit merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes avec Traoré Sidney Sidiki, il est inspecteur, auditeur et diplômé en journalisme. Traoré, bonjour. Allez, bonjour Khalil. Merci à vous aussi de votre présence. Très heureux de vous savoir tous les deux présents sur ce plateau pour débattre de ces sujets qui ont été présentés dans le sommet de cette émission. Alors, on va entrer de plein pied dans cette émission, mais permettez que nous sollicitions la régie pour nous proposer quelque chose avant de commencer. Alors, messieurs, ouvrons le débat avec la question des litiges fonciers qui alimentent les discussions sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Face à cette situation, le gouvernement de Côte d'Ivoire, par la voix de son porte-parole, le ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly, a réagi. Il a rappelé que les litiges fonciers ne sont pas un phénomène nouveau en Côte d'Ivoire et a appelé à faire confiance à la justice pour leur résolution. Par ailleurs, il a souligné que la situation s'est améliorée sous l'administration Ouattara, notamment grâce à la mise en place de l'ADU, l'attestation de droit d'usage, un mécanisme destiné à limiter les conflits liés à la vente multiple de terrains. Première question pour vous deux, messieurs. Quelle lecture faites-vous de cette réaction du gouvernement de Côte d'Ivoire face à ces litiges fonciers? Betta Michel. Oui, mais je le rappelle et puis je le dis souvent quand je suis sur certains plateaux, le mépris affiché par les autorités est désolant. C'est un mépris pour vous? Non, c'est un mépris inqualifiable. Voyez-vous, voilà une situation qui traumatise des familles. Voilà une situation dans laquelle certains me disaient même avoir investi toutes leurs économies d'une vie. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à une situation sans droit. Et on nous dit, faites confiance à la justice. Mais c'est cette justice-là à laquelle on a fait confiance pour être dans cette situation-là. C'est cette même justice-là à laquelle le premier responsable a dit que Ouattara peut pas être candidat à une élection présidentielle et il a été candidat. Vous voulez qu'on fasse confiance à quelle justice? Dites-nous, quand on se retrouve dans des situations comme ça, là, vous voulez qu'on fasse confiance à quelle justice? Demandez au porte-parole du gouvernement, c'est à quelle des justices il veut qu'on fasse confiance. Parce que celle à qui on a fait confiance là, voilà la situation dans laquelle elle nous a... Voilà la situation dans laquelle elle nous a mise. Aujourd'hui, on est tous embêtés par cette situation-là. Quand tu sors au nord, au sud, les conflits fonciers sont alarmants pour tous les Ivoiriens. Quelqu'un a investi toutes les économies de vie et ils n'ont même pas trouvé de suite. Quand on a un problème comme ça, on le prend à bras le corps. On ne le banalise pas comme l'a fait le porte-parole du gouvernement. Et moi, je crois que les Ivoiriens doivent comprendre qu'aujourd'hui, le gouvernement nous montre qu'il n'a pas de solution vis-à-vis de cette situation tragique que beaucoup de familles vivent. Il nous montre qu'il est impuissant. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Bon, je crois qu'aujourd'hui, il nous a éveillés sur des situations aussi... Non, souvent, quand j'ai écouté cette parole, je me suis dit, mais où sommes-nous?
Là où on attendait que le gouvernement prenne le problème à bras le corps, il y a comment il a banalisé, il y a comment il a méprisé la souffrance des gens, il y a comment il a fait en sorte que les Ivoiriens même commencent à désespérer ceux qui ont leurs problèmes sur ces questions-là. Mais quand il dit que ce problème n'est pas un phénomène nouveau, est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que ça n'a pas existé la question n'est pas la nouveauté. Je dis l'administration est une continuité. La question n'est pas la nouveauté. Voilà où on en est aujourd'hui, où des familles ont englouti toute leur fortune pour se voir maltraitées par la justice. Bon. Et il dit, faites confiance à la justice. On y a fait confiance. C'est pourquoi depuis personne ne pleurait. C'est parce qu'on faisait confiance à la justice. Et tout ce qu'il trouve à nous dire dans notre souffrance, faites confiance à la justice. Mais c'est un abandon. Il nous a abandonnés à notre sort. Et aujourd'hui, chacun se demande quoi est-ce que je dois faire. Moi, c'est ça la question. Alors Traoré, le porte-parole du gouvernement, quand il affirme que les litiges fonciers ne sont pas nouveaux en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ne cherche pas, comme l'a dit Beta, à minimiser l'ampleur du problème et à justifier l'inaction de l'État? Mais c'est que vous ne comprenez même pas comment se gère un État, justement. Expliquez-nous alors, vous êtes là pour ça. Je suis là pour ça. On ne prend jamais les choses avec autant de charge émotionnelle. Ce n'est pas vrai. Parce que les problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire sont pluridimensionnels. Il n'y a pas seulement que le foncier, il y a ailleurs des problèmes de santé, des problèmes de scolarisation, etc. Alors, concernant spécifiquement ce problème-là du foncier, je pense même qu'il y a aujourd'hui de plus en plus un traitement en profondeur, parce que ce que nous ne regardons pas, par ailleurs, c'est tout le passif sur la question du foncier en Côte d'Ivoire. Et contrairement à ce que les gens croient, ce problème ne se règle pas avec un coup de bâton magique. Ce n'est pas vrai du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs entités qui sont en fait imbriquées dans la gestion du foncier en Côte d'Ivoire. Lesquelles? Très bien. Alors, quand vous regardez aujourd'hui ce qu'on appelle l'autorité coutumière, les gens ne voient pas toujours. C'est cette autorité coutumière qui vend d'abord les terres. C'est cela qui se passe. Et donc, les papiers que cette autorité coutumière délivre, c'est à ce niveau-là qu'il y a souvent des problèmes. On dit aux gens, l'autorité coutumière que nous-mêmes nous avons reconnue comme étant une instance de régulation dans la gestion de notre État, c'est cette autorité financière, coutumière, excusez-moi, qui est en train de commettre un certain nombre d'erreurs dans sa gestion. Mais c'est une très bonne chose qu'on le sache. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le gouvernement aujourd'hui a mis en place ce qu'ils appelaient l'ADU, qui consiste aujourd'hui à fiabiliser la plupart des documents que les gens ont. Mais justement, pourquoi est-ce qu'il y en a? Il y a 2 mois ou 3 mois. Écoutez, voilà, c'est ça la gestion d'un État. Ça fait seulement 2 mois. Pourtant, c'est un problème. Ce sont des problèmes. Non, s'il vous plaît, on ne justifie absolument rien. Il y a un problème. C'est ton problème. Non. Moi, je vois la souffrance des Ivoiriens et je cherche des solutions. Les Ivoiriens, non, je ne fais pas banaliser ça. Le bon samaritain, on ne jouera pas ce rôle-là non plus là. Parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui pense mieux au sort des Ivoiriens que ceux aujourd'hui qui gèrent la Côte d'Ivoire. Ah bon, il pense mieux au sort des Ivoiriens que nous-mêmes. Il pense mieux au sort des Ivoiriens. C'est pour toutes les actions qui sont menées. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous targuer d'être aujourd'hui, excusez-moi, le plus aimant des Ivoiriens. Je suis le plus aimant si tu veux pas. S'il vous plaît, si toi tu ne veux pas l'être, moi je suis le plus. Non, monsieur. On va s'écouter. Sidney, Écoutez, vous dites que le gouvernement a mis en place une solution, un palliatif qui est l'ADU. Voilà. Pourtant, ça fait seulement 2 mois que c'est entré en vigueur. Pourtant, les problèmes évoqués, ce sont des problèmes qui remontent à très longtemps. Mais si vous rencontrez au cours de votre gestion des problèmes, et les problèmes, je vais vous dire, pour des gens qui sont intellectuels, nous ne sommes pas encore à l'ADU, nous sommes à la situation nous sommes à la situation antérieure. Expropriés. Nous sommes à la situation antérieure parce qu'il y a une communauté, il y a des chefs coutumiers qui ont aussi un certain nombre de pratiques. Et aujourd'hui, si on vous comprend, les chefs coutumiers sont les premiers responsables de la situation que nous vivons. Ils sont aussi des acteurs qui posent problème dans la bonne gestion de cette affaire. Et les autres acteurs sont qui? Mais les autres acteurs sont là. Le ministère? Absolument. On peut aujourd'hui voir aussi la responsabilité du ministère. Voilà pourquoi je dis, faisons attention à nos discours. Parce que lorsqu'un problème touche autant de ministères à la fois, acceptez
que les gens puissent prendre leur temps pour voir quelle est la meilleure solution. Vous voulez gérer des choses comme ça, l'émotionnel, mais je suis désolé. C'est toi qui penses que c'est de l'émotion. Non, c'est lui-même qui c'est le porte-parole qui fait preuve d'émotion. Quand il dit fait confiance à la justice, mais on a fait confiance à la justice jusqu'à ce jour. On fait confiance à la justice et on est dans cette situation. Quand on cherche des solutions, on ne banalise pas les problèmes des gens. Et c'est ce qu'il a fait. On dit de faire confiance à la justice. Non, mais on ne fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Oui, bien sûr. On va s'écouter. On va s'écouter. On est aujourd'hui à un niveau où le problème est bel et bien, aujourd'hui est bel et bien circonscrit. On sait d'où ça vient, on sait les acteurs qui sont impliqués et le traitement est en train de se faire avec beaucoup de responsabilité. Je vous dis, la méthode du président Ouattara, s'il vous plaît, oui. Vous connaissez la méthode du président Ouattara? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Rapidement, écoutez. Allez rapidement. C'est la méthode du président Ouattara, on n'est pas dans le chahut. Je vous l'aurais dit. Les cultures sont différentes, profondément différentes, je vous le dis. Vous pensez que ça et lui, tel qu'il est en train de faire, c'est quoi? Oui, lui, il nous donne après des résultats. Et c'est ce qui est intéressant. Pour passer votre temps à crier, nous, on n'est pas sur ça. Ça fait 15 ans. Oui, monsieur. Mais ça fait aussi 15 ans que le pays est en paix, monsieur. Ça fait 15 ans que le pays est en paix. 15 ans que vous avez cherché à déstabiliser, que vous n'avez pas pu faire. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Monsieur, s'il vous plaît, c'est pas ça le sujet. Alors, Béta Michel, à votre niveau, comment vous expliquez ces problèmes, ces litiges fonciers? C'est quoi le véritable problème selon vos analyses? Selon mes observations et les enquêtes que j'ai pu mener, en fait, il s'agit de célérité des documents administratifs. Les documents administratifs sont à tous les niveaux. Hein. Quand je regarde ça, les documents administratifs sont à tous les niveaux. À tous les niveaux, merci déjà. Sont au niveau de la justice, sont au niveau des autorités locales et tout le monde. Voilà, ces documents administratifs-là, quand ils arrivent sur la table d'un commis, comme on dit, de l'administration, comment tu fais pour les authentifier? Voilà. C'est tout un problème pour tout un chacun. Donc, il y en a plusieurs. C'est tout un problème pour tout un chacun. J'ai pu observer certains mecs qui arrivent à signer des contrats avec des aménageurs et qui dénient ces contrats par la bouche. C'est-à-dire, j'ai dit, bon, on va signer un contrat, j'ai aménagé ton espace et puis on va vendre le terrain. On commence et un jour, tu viens me dire, bon, j'annule. Mais moi, j'ai pris des engagements, il y a des gens, je leur ai pris leur argent pour venir faire ce travail-là. Donc, quand on quitte là-bas... Mais ça, ce n'est pas le président Ouattara, heureusement. Oui. S'il te plaît, tu me laisses finir. S'il vous plaît, on va s'écouter. Ouais. Donc, quand on fait tout cela, et puis on arrive maintenant devant les autorités administratives, hein, elles vont prendre quoi en compte? Les papiers qui leur sont remis. Alors que les papiers qui leur sont remis, là, déjà, certaines personnes contestent ça. Mais il faut que la contestation aussi soit prouvée juridiquement. Mais elle conteste ça verbalement, elle empêche ceux qui vont acquérir les lots en tenant compte de ces papiers-là, de venir posséder leur lot. Et elle continue aussi, elle aussi, d'émettre d'autres papiers administratifs. Bref, je dis qu'on est dans un imbroglio qui est tel que, c'est pourquoi je suis outré que le gouvernement n'ait pas pris suffisamment la mesure. Le gouvernement n'a pas pris suffisamment la mesure parce qu'on nous disait dans le temps que quand tu introduis un ACD, il ne peut pas en avoir deux. Aujourd'hui, on a vu qu'il y en a deux sur les mêmes espaces. Donc, on comprend qu'il y a la complicité administrative qui est telle qu'on ne peut pas dire aux gens, faites confiance. Il faut qu'on mette en place des mécanismes pour changer les choses. Moi, je suis de ceux qui veulent proposer aujourd'hui une enquête parlementaire indépendante pour cette question-là. Il ne faudrait pas qu'on la laisse là où elle est. Parce que là où elle est, les acteurs nous ont montré leur incapacité. Le ministre a dit, je vais mener une enquête. Mais tout cela, quand je suis assis et que j'entends ça, je dis, mais c'est à quoi que les problèmes naissent aujourd'hui? Le ministre dont on parle, le ministre de la Constitution, depuis combien d'années? Et aujourd'hui, c'est parce que certains s'élèvent, l'opinion est outrée, qu'ils décident de mener une enquête en interne. Il n'a jamais mené d'enquête en interne. Ces problèmes-là sont pendant même devant ces services contentieux. Sidney parlait de l'implication des autorités coutumières. Regardez sa contradiction déjà dans son discours. Il faut suivre son discours. C'est une contradiction terrible. Il reconnaît qu'au niveau de la production des papiers, déjà au niveau de l'administration ailleurs, il y a des soucis. Il le reconnaît là déjà. En fait, voilà ce qui s'est passé simple. On a des chefs coutumiers aujourd'hui. La contradiction, c'est à quel niveau? C'est une contradiction. Mais si vous reconnaissez que les papiers qui sont fournis ne sont pas forcément clairs, mais qui fournit ces papiers-là? Voilà pourquoi je dis qu'il y a plusieurs acteurs dont il faut tenir compte depuis le départ. C'est quoi l'affaire? Il existe aujourd'hui des registres chez les chefs coutumiers. Malheureusement, c'est à ce niveau que les gens ont constaté qu'il y a énormément de problèmes. Puisque les mêmes terrains sont vendus à 2 ou 3 personnes à la fois. On dit, mais attention,
Quand on en arrive là, il faut donc sécuriser à ce niveau. Donc, c'est une démarche scientifique. C'est de là que vient le mal. Qu'est-ce qu'on fait? On sécurise depuis ce départ-là. Et aujourd'hui, l'ADU sert à cela. Je ne dis pas que l'ADU est parfait à 100%, parce que le mal, mais il dure depuis des années. Donc les gens, ils ont pris de mauvaises habitudes sur ces questions. Mais pour extirper cela, il faut donner le temps au temps. Mais déjà, est-ce que l'élément qui a été proposé aujourd'hui est un élément sur lequel on peut travailler déjà? Je dis oui. Voilà à quel niveau est-ce que j'en suis. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les scandales fonciers en Côte d'Ivoire, ça ne date pas de maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi si vous regardez tous les scandales financiers en Côte d'Ivoire, ça ne date pas de maintenant. Alors, vous y avez été, quelle est la solution que vous avez apportée? On n'a rien vu. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est l'ADU qui, pour l'heure, est une solution qui est fiable parce que ça permet de sécuriser depuis la chefferie coutumière. Est-ce que vous comprenez? Les documents qui sont délivrés à ceux qui aujourd'hui veulent avoir intérêt. Et mieux, il faut suivre aussi l'actualité. Il n'y a pas longtemps, le ministère de la Construction a dépêché un certain nombre de leurs cadres pour venir en parler, pour dire aux Ivoiriens, n'achetez plus le terrain n'importe comment. Renseignez-vous d'abord. Prenez un certain nombre de garanties juridiques avant de mettre votre argent sur quelque parcelle que ce soit. Mais déjà, l'alerte est donnée. Et je pense que c'est cela la responsabilité justement d'un gouvernement qui reconnaît que voilà un secteur dans lequel il y a une nébuleuse qui existe. Il faut donc alerter le citoyen. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. D'accord. Non, on ne peut pas comprendre cela. Ils ne comprennent pas. Non, on ne peut pas le comprendre. Toi, seul le comprendre. Non. Toi, seul le comprendre. Oui, mais parce que... Est-ce qu'on peut espérer une diminution, sinon, on va dire, des conflits avec l'avènement de l'ADU? Non, tu sais, moi-même, je ne suis même pas encore au niveau de l'ADU. Parce que l'ADU même n'est même pas encore accepté au niveau des autorités locales, au niveau de la chefferie que moi j'ai pu constater. Pour l'instant, ils n'ont pas encore adhéré à l'ADU. Donc il y a un travail de sensibilisation et d'explication à faire. Donc moi, je ne suis même pas encore à ce niveau-là. Et vous savez pourquoi? Moi j'en viens à situer les responsabilités. Oui. Moi, je veux qu'on puisse aujourd'hui mener une enquête indépendante. Parce que si on continue dans cette voie-là, en voulant fermer les yeux sur les réalités, on nous a dit ici que dès que tu as une ACD, personne ne peut avoir un ACD sur le terrain, sur le même terrain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour le même papier, les gens ont les mêmes ACD sur une même parcelle. Aujourd'hui, on nous dit l'ADU là, personne ne peut falsifier ça. Quand tu as ADU, c'est que tu as... Bon, je veux voir ses effets d'abord. Heureusement. Je veux voir ses effets. Parce que l'expérience nous a montré que ce qu'on nous présente comme solution miracle n'est pas toujours la solution miracle. On a bien parlé de solution miracle. Parlant des responsabilités, il a parlé de l'implication des autorités coutumières. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je l'ai démontré aussi. J'ai dit qu'il y a une part de responsabilité de plusieurs acteurs. J'ai dit les contrats, la célérité de nos actes administratifs. Parce que quand on dit célérité, c'est-à-dire son authentification et son authenticité. Tu vois, non? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un vient me présenter un papier, j'ai signé un contrat avec Khalil pour ce qui est de telle chose. Mais est-ce que ce contrat-là, il a une portée juridique au point que si je veux l'authenticité de ce contrat-là, je peux saisir la justice pour l'avoir. Aujourd'hui, il faut qu'on instruise nos populations. Parce que souvent, ce qui se passe dans les problèmes fonciers, les terrains ne peuvent être vendus que lorsqu'un aménageur y est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu un morcellement. Donc, il y a des contrats qui se passent pour les morcellements. Parce que le chef du village, lui, n'est même pas habilité à morceler un terrain, c'est un géomètre. Donc, il signe des contrats avec ce géomètre-là. Et en pleine action, il annule verbalement ce contrat-là. Mais tout cela aussi, il faut y aller. Il faut aller dans ce domaine-là pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est pas que je parle d'enquête, parce que ce que le ministère nous propose là, c'est une solution superficielle d'abord. D'accord. Voilà. Alors il faut aller en fond. Une enquête parlementaire indépendante pour éclairer suffisamment l'opinion pour pouvoir mettre en place les mécanismes qui vaillent pour arrêter cette coulée, cette saignée foncière qui ne fait que appauvrir les familles ivoiriennes, qui ne fait que faire souffrir les populations. Et je suis contre la banalisation, comme mon co-débatteur le fait et que le ministre l'a fait. Personne n'a jamais été contre cela. Alors, M. Khalil, il faut lui dire rapidement. Que dites-vous? Les affaires de malversation sur le terrain qui sont actuellement en justice, est-ce qu'il a le chiffre? Là, il est en train de parler. Est-ce qu'il a le chiffre?
du nombre d'affaires Vous avez les qui chiffres? sont... Mais non, je suis en train de vous dire que c'est un problème qui est traité par la Donnez-nous les justice depuis chiffres, longtemps. alors. Mais écoutez, mais c'est des... Il n'y a pas longtemps, il est passé sur le plateau. C'est des affaires sur des affaires qui sont aujourd'hui en justice par rapport à du faux qui a été fait sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Mais ça aussi, bon, on les connaît plus ou moins avec leur esprit. On veut crier pour tout. On veut... Mais il me voit comment? En fait, non, mais quand il faut l'arrêter, s'il vous plaît, parce s'il qu'il vous me plaît. prête des intentions, mais c'est pas il faux. me prête S'il des... vous plaît. Parce que c'est des choses qui se traitent. Non, mais On n'a pas besoin, je ne m'excuse pas. S'il vous plaît. Il faut qu'il s'excuse. Parce Monsieur Sidney, qu'on Monsieur traite des Beta, affaires, qu'est-ce que vous voulez? Vous On va voulez qu'on vienne s'écouter. crier pour vous? On va s'écouter, on va s'écouter. Non, je pense, écoute, on termine avec ça. Ce qui est en train de se passer, c'est des affaires qui sont judiciarisées. On n'a pas eu besoin de leur avis pour le faire. Il y a des gens qui ont saisi la justice parce que ces personnes ont été grugées sur des terrains. Et ces affaires-là sont en train d'être traitées au palais de justice. Le nombre d'affaires sur ça, vous n'imaginez pas. Mais je vous donne la dernière affaire. Est-ce qu'on peut concernant espérer Djorogobité 2. Est-ce qu'on peut espérer une issue satisfaisante pour... J'en suis persuadé. Vous savez, il faut de temps en temps amener les gens à faire confiance à leur propre Monsieur Beta institution. doute un peu de cette justice-là. Mais parce Non, que mais nous, c'est on a cette un justice qui nous a mis problème. dans cette situation-là. Non, la justice ne nous a mis Mais nulle attends, part. où entendons-nous? Apprenons à faire confiance à nos institutions. Écoutez, la dernière affaire, c'est le village de Djorobité 2. C'est un village ébrié. Et aujourd'hui, il y a un conflit par rapport à la chefferie. Pourquoi? Les partisans donc du chef, ils demandent le départ de Menka Assi. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que Menka Assi, qui est le chef actuel, a souillé la réputation et l'honneur de leur village dans les opérations de vente de terrains villageois. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Vous faire comprendre qu'en réalité, c'est les chefs de village jusqu'à ce jour, c'est à ce niveau que le problème se pose majoritairement. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut sécuriser les choses déjà à leur niveau. Le travail est là. L'amont, c'est ça. Sécuriser Le ministère de la comment Construction, sécuriser? c'est l'aval, s'il vous plaît. Comment sécuriser? Ce sont ces différentes voies aujourd'hui qui sont en train de mise en place. On a parlé déjà de l'ADU. C'est vrai que ce n'est pas encore suffisant. Mais en plus de cela, on demande à tous ceux qui demandent des terrains de se faire accompagner par la justice, par des huissiers, etc. Donc, de plus en plus, ce qui est en train de se passer, on veut sécuriser les lots en impliquant de façon étroite la justice à chaque action d'acquisition. D'accord. Et c'est Je veux là vous où... entendre sur l'enquête parlementaire qui est proposée par Beta Michel pour la résolution de ces litiges fonciers. Bon, écoute, c'est un bien grand mot. Je vais vous dire pourquoi. Alors, présentement, le RHDP est majoritaire à tous les niveaux. Vous allez voir. Lorsque on va initier une telle enquête, ils vont encore estimer, et c'est ce qu'ils font tout le temps, que c'est encore le même parti au pouvoir qui est majoritaire au Parlement qui va encore une fois de plus tirer les ficelles. C'est la mauvaise foi, en fait, de tout temps. Moi, je pense... Donc, ça n'a pas son intérêt. Ça n'ira nulle part. C'est cette banalisation qui fait mal. Je vous dis, on pense à régler les problèmes. On va le régler. On va le régler. Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi ça va le régler. On vous a compris. Je vous dis pourquoi on va le régler. Rapidement, on ne termine pas ça. On vous a compris. Moi-même, je regarde aussi. On vous a compris. Oui. Permettez qu'on puisse faire réagir sur votre développement, votre analyse. Quand vous dites que le RHDP est majoritaire au Parlement, et donc même si un résultat venait à sortir, ils diront que parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. Vous savez, est-ce que ce qu'il dit n'est pas vous savez, il ne faut pas réduire l'esprit des Ivoiriens à ces petits calculs. C'est des petits calculs. Les députés, il y en a de plusieurs colorations. Quand on fait les sessions parlementaires, tout le monde s'y retrouve. Quand on veut faire une enquête parlementaire, on met tous ceux qui sont députés de la nation, on les met ensemble pour aller le faire. On peut choisir un député dans chaque coloration politique. Bon, les choix, y aller. Une enquête parlementaire indépendante, ça se fait partout. Et ça peut se faire ici et aboutir à quelque chose de potable pour qu'on puisse prendre maintenant des engagements et prendre des mesures. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Au point où on en est aujourd'hui, la question foncière est une bombe sociale. Et cette manière de la traiter là ne va faire que accentuer cette bombe sociale. Et je crains fort que demain elle ne puisse nous éclabousser dans le visage. Et vraiment, ce n'est pas notre souhait. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en stade de proposer des solutions pour que ça soit résolu une fois pour toutes. Ce n'est pas de vouloir jeter ça du revers de la main comme le fait le porte-parole du gouvernement et mon co-débatteur. Parce que pour eux, tout est résolu, tout est beau, au meilleur du monde possible. S'il vous plaît, et pour nous, tout va
pourquoi nous cherchons à vouloir vraiment présenter les choses telles que les Ivoiriens les vivent? Parce que les Ivoiriens vivent ça dramatiquement. Moi, j'ai approché des familles qui m'ont dit avoir épuisé toutes leurs épargnes d'une vie. Dans l'achat d'un terrain. Et aujourd'hui, ils ne savent même plus à quel sens se vouer. Parce que tout cela, c'est devant la justice et il n'y a même pas de suite. C'est ça. C'est pourquoi je dis, approprions-nous ce problème-là. Ne laissons pas ça entre les mains de quelques individus. Approprions-nous ça. Donnons ça aux députés de la nation pour qu'ils nous montrent qu'ils sont de la nation, pas d'un camp politique. Alors, je vais vous dire, M. Khalil, ça encore, c'est une question de culture, c'est-à-dire de comprendre comment est-ce que le monde, les choses se passent. Toutes les affaires judiciaires, vous allez voir, ne se règlent pas du lundi au mardi, c'est pas vrai du tout. Il faut leur apprendre cela. Et que partout dans le monde, dès l'instant où une affaire est judiciarisée, elle prend son temps. C'est ça la justice aussi. Parce que ce qui va être prononcé au sortir de là, il faut que tous les éléments soient là pour que ce soit juste, pour que les gens qui ont raison aient bel et bien raison. C'est pour cette raison que la justice, souvent, elle est aussi lente dans sa façon de travailler. Et là, cette information, il faut la donner aux gens. La justice ne fonctionne pas à l'émotionnel, ce n'est pas vrai. La justice fonctionne sur des bases normées, sur un certain nombre justement de critères. Et à partir de ce instant, quand on vous dit que votre affaire est en justice, mais c'est à vous de vous donner les moyens, donner les éléments pour que la justice, à un moment donné, puisse vous donner raison. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Moi, je pense, je ne suis pas dans cette dramatisation de la situation ivoirienne. Oui, mais tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Tu n'as pas perdu l'économie de ta vie. Tu es en train de t'embourgeoiser parce que tu estimes que tu as du pouvoir. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, je parle de ceux qui perdent, de ceux qui s'exchangent tous les matins. On ne perd pas seulement que dans les terrains, on perd aussi ailleurs, monsieur. Une petite pause et revenir pour le deuxième sujet. On perd aussi ailleurs. Tu n'en perds pas. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes vendredi 28 février 2025. C'est le dernier jour de ce mois de février. Vous êtes bel et bien dans la revue de presse grand format pour analyser en profondeur les sujets qui ont marqué l'actualité de cette semaine. L'un des sujets qui a justement marqué l'actualité cette semaine, c'est bien sûr le PDCI. Le mardi 18 février 2025, vous le savez, 4 individus se présentant comme des militants du PDCI RDA ont saisi la justice pour demander la destitution de Tidjane Thiam de la présidence du parti. Coup de théâtre, 3 jours plus tard, selon des informations rapportées par le Nouveau Réveil, le vendredi 21 février, un exploit de dénonciation a été enregistré accompagné d'une demande officielle d'annulation de l'acte d'assignation. Le porte-parole du PDCI, Bredoumi Soumaïla, l'a même signifié lors d'une intervention télévisée sur la chaîne du parti. Il a fait savoir que l'affaire a été classée sans suite par la justice ivoirienne. Comment on peut expliquer, Beta Michel, ce revirement aussi rapide, seulement 3 jours après le dépôt de la plainte? Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tout cela se produit, depuis même, on observe depuis 2023, où l'élection du président Tidjane Thiam a été reportée, l'AG qui devait conduire à son élection a été reporté une fois, nous avons compris que le PDCI est depuis lors victime d'une tentative de déstabilisation politique. De la part de qui? Mais de ceux qu'on connaît, de ceux qui sont en face, de ceux qui veulent... Non, il ne faudrait pas... Ceux qui sont en face, c'est qui? Mais ceux qui sont en face, qui n'ont pas intérêt à ce que le PDCI revienne au pouvoir. C'est qui? Mais ceux qui ont le pouvoir actuellement. Le RHDP? Mais naturellement, on l'a vu depuis, cette tentative de déstabilisation politique. Parce que quand tu regardes tous ces actes-là, tu vois que ces actes n'ont pas une coloration juridique. Ah bon? Puis, je vous dis que l'acte du lycée qu'il a transmis au PDCI, vous avez vu la réponse? Ça n'a même pas été enrôlé à la justice. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'a dit le porte-parole du PDCI. Non, ça a été, la note est sortie. Ça n'a pas été enrôlé au greffe. Ça veut dire que c'est un acte juridique fabriqué qui n'existe nulle part, qui a été transmis au PDCI, rien que pour jeter le parti dans une diabolisation pour son président. En fait, tu vois, quand tu vois ces manœuvres-là, tu comprends que s'il n'y a pas la main
obscure du régime RADP, cela ne peut pas se faire. On l'a vu avec le report de l'AG extraordinaire qui a vu l'élection de Tidiane Tam. Il a fallu que le PDCI monte au créneau pour que cela puisse se faire. Et Tidiane Tam a été élu. Quand vous dites que c'est l'œuvre du RHDP, le RHDP a quel intérêt à s'immiscer dans les affaires internes du PDCI? Rapidement. On vient à vous, s'il vous plaît. Mais le RHDP a quel intérêt? Mais vous avez vu récemment tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, avec ces campagnes de diabolisation du président du PDCI. Ah bon? Mais quand tu vois que l'un concept que le RADP, en son temps RDR, avait combattu énergiquement, aujourd'hui ils sont devenus les chantres de la xénophobie. Où est l'origine de Tidiane Thiam? Il ne vient pas de Côte d'Ivoire. Mais ça, là, ils ont combattu ça quand ils étaient au RADP, au RDR. On se souvient, c'est même porte-parole. Revenons au sujet. C'est pour dire qu'ils sont dans une campagne de dénigrement et de tentatives de déstabilisation du PDC. Mais les militants du PDC, ils l'ont compris. Faut pas, ils vont se leurrer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu que les soutiens de Tidiane Thiam se multiplient davantage au sein de toutes les... Aucun baromètre pour le dire. Non, s'il te plaît. Se multiplient davantage au sein du parti. Ils ont compris que leur salut, s'ils veulent arriver au pouvoir en 2025, qui est dans 8 mois, il faut qu'ils sachent que celui qui peut les faire venir au pouvoir, ils l'ont compris depuis. D'accord, on vous a compris. Sidney. Eh bon, alors, vous imaginez ça. Regardez une telle façon d'argumenter, moi, qui me dérange hautement. Pourquoi? L'affaire a été classée sans suite. C'est la justice ivoirienne qui classe cette affaire sans suite. Pour une fois, pour reconnaître que cette justice-là, vous n'en parlez pas. Pourquoi? Parce que quand elle fait des choses qui vous arrangent, elle est bonne. Laissez-moi terminer. Elle fait son travail. Elle fait pas m'arranger. Elle fait son travail. Non, elle est crédible. Elle est crédible alors. Monsieur Beta. La justice elle fait son travail. Si elle fait mal, je lui dirais qu'elle fait mal. Mais là, elle a jugé sans suite. Elle a bien fait son travail. Non, ça n'a pas été enroulé. Attendez, monsieur Beta. Elle a bien fait son travail. Monsieur Beta, vous avez parlé, vous avez écouté. Mais il m'accuse. Non, la justice ivoirienne, voilà, Allah a très bien fait son travail que de classer cette affaire sans suite. Ben, bravo donc au pouvoir RHDP de nous avoir donné une justice aussi indépendante qui fait très bien son travail. Félicitations. Mais alors, cette affaire, elle est interne au PDCI. Et moi, je veux que les gens, pour une fois, soient responsables de ce qui arrive au sein de leur parti. Alors, ces personnes-là, il y avait 4 secrétaires de section qui ont porté... Laissez-moi terminer, monsieur. Très bien, je ne dis pas des comptes de vérité. C'est écrit noir sur blanc. Moi, j'ai des sources, en fait. Voilà. J'ai une formation de journaliste, je peux vous montrer les sources. Et puis, ces 4 secrétaires, imaginez, ils vont déposer leur recours en annulation où? Au siège du PDCI RDA. On va réfléchir. Voici des gens que vous ne reconnaissez même pas être du parti. Comment vous acceptez que ce soit à votre siège qu'ils a déposé cela? Leur recours en annulation. Il y a un contraste. Il y a une contradiction profonde. Il y a un contraste. Il y a une contradiction, s'il vous plaît. La réponse. Non, attendez, il y a une contradiction profonde à cela. Mais qu'à cela ne tienne. Mais il y a une autre dame que nous connaissons très bien, l'ex-déléguée, comme ils le disent très bien, Madame Yapo Valérie. Madame Yapo Valérie. Mais elle est claire sur la question. C'est-à-dire, ce que les gens posent comme problème, ne regardez plus la forme. La forme en dit peu sur le fond. Est-ce que dans le fond, M. Tidiane Thiam a bénéficié, jouissait bel et bien des 2 nationalités lorsqu'il candidatait pour être président du PDCI? La problématique, elle est là. Mais je vous dis oui. Et pourquoi est-ce qu'ils s'empressent d'être déjà très heureux? Je vais leur dire. Il y a une instance en Côte d'Ivoire que nous connaissons très bien qui s'appelle la CEI. C'est à elle qu'appartient le dernier mot. Et nous attendons de voir la suite. Voilà ce que je peux leur dire. D'accord. Alors, Beta, quand cette affaire d'assignation de Thiam en justice est apparue au grand jour, on a entendu les cadres, les militants du PDCI dire que les personnes qui ont introduit cette requête auprès de la justice ne sont pas du PDCI-RDA. Et comme l'a dit Sidney, ces mêmes personnes sont retournées à aller déposer leur recours au PDCI-RDA. Il estime qu'il y a une contradiction, une incohérence. Comment vous expliquez cela? Une incohérence dans son esprit, ce n'est pas dans la réalité. Parce que simplement, ces personnes-là qui ont dit, elles ont fait une vidéo, elles ne se reconnaissent même pas dans cette plainte-là. Parce qu'elles ont été approchées par, c'est ces personnes-là même qui l'ont dit, elles ont été approchées par des personnes qui estimaient vouloir faire une organisation pour Jean-Louis Billon. Et subitement, elles voient leur nom dans une plainte qu'elles n'ont jamais posée. Donc, naturellement, elles viennent se désolidariser des maniganceurs, des déstabilisateurs. Donc, elles sont venues par bonne foi, sans pression,
venir dire qu'elles ne se reconnaissent pas dans tout ce qui s'est fait contre le président du PDCI. Ça, on a besoin de quoi pour comprendre ça? On a besoin de quoi? Non, monsieur Khalid. Non, laisse-moi finir. Oui. Tu as fini, tu me laisses finir. Maintenant, aujourd'hui, on en est aujourd'hui à la compétition présidentielle, à 8 mois de la compétition présidentielle. Moi, je pense que le PDCI a mieux à faire que de vouloir revenir sur une question de non-lieu. Elle est concentrée, ce parti-là est concentré sur sa victoire en octobre prochain. Et pour l'instant, c'est ce qui doit préoccuper tous les militants du PDCI. Mais parler de Valérie Yapo qui dit... Mais je dis, mais c'est ce que même je essaie de répéter à tout un chacun. Je dis, lorsque le président Ouattara, en 2020... Ne revenez pas Non, s'il te plaît, tu me laisses finir. Oui. Choisissait Oui. Gon Coulibaly comme son Successeur. son successeur. Quelle a été la réaction RDP? Il y a eu des départs. Il y a eu des personnes, non des moindres, qui se sont retrouvées dans l'opposition, tout en colère. Elles ont dit à Montano, Babli-Touakeuse, des fautes de pont, qu'ils ont décidé de ramener à compte courant de ce que le président Ouattara a fait. Vous voulez dire quoi? Je veux dire simplement que le RADP en son temps a fondé sa solidarité pour aller à la bataille, bien qu'il n'était pas content. Donc aujourd'hui, ce que je demande aux autres, à 8 mois d'une présidentielle, on ne se bat pas en interne. On cherche à conquérir le pouvoir d'État. Et je pense que le président Tidjane Thiam est dans cette dynamique. Vous invitez alors le PDCI j'invite les militants, sur le non pas à copier sur le, mais à copier sur ce qui est bon. C'est-à-dire ce qui est bon aujourd'hui, c'est que le PDCI, ses militants, tous ceux qui se réclament du PDCI, soient focus sur la victoire en 2025. Et c'est ça le plus important. Alors, monsieur, ce n'est pas de rentrer dans des querelles interminables qui n'apporteront rien au parti. Vivement appel à l'endroit des militants du PDCI, bravo justement pour cette tribune politique. C'est une victoire pour Thiam. Mais s'il vous plaît, regardez ça. Moi, j'amène les gens à réfléchir avec moins de passion. Il dépose plainte le 18 février et le 21, il retire la plainte. 3 jours après. 3 jours après. Ça veut dire quoi pour vous? Très bien. On est dans l'hypothétique. Soit ils n'ont pas mûri. Ils n'ont pas mûri eux-mêmes leur plainte. Soit, quelque part, il y a eu des pressions pour que ces gens-là puissent justement... Il n'y a pas eu de pression pour qu'ils aillent déposer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on va s'écouter. Il faut qu'on arrête de s'interrompre. Qui va te mettre pression? Mais il a dit tout à l'heure. Allez-y. Il estime que, à l'intérieur du PDCI, il a dit, il ne veut pas qu'il y ait des scissions. Mais ça veut dire que c'est un problème qui est interne au PDCI. Personne, donc, n'est responsable de ce qui leur arrive. Mais si vous laissez le mur se fendiller chez vous, les cafards y entreront. C'est ce qu'on vous dira dans un proverbe tout simplement simple dans nos cultures. Mais je dis, vous avez fort à faire. Pourquoi? Pour vous, il y a eu pression sur les... Je suis persuadé du fait que des gens ne peuvent pas se désister en 3 jours comme si, en fait, ils étaient dans une parodie politique. Ils peuvent le faire, oui. Ces militants peuvent le faire au nom de l'unité, du rassemblement qui est prôné par la direction du parti. Mais ils auraient dû penser plus tôt depuis le 18. Mais donc, pour toi, ils n'ont pas eu de pression pour aller déposer, ils ont pression pour retirer. Mais attendez. Comment est-ce que la pression vient à quel moment? On l'écoute. Mais non. Parce qu'un acte, en fait, que vous posez, moi je me dis, vous avez mûri l'acte, en fait. Si vous désistez à un moment donné, et aussi rapidement, il y a des questions que le monde peut me poser, tout naturellement. Mais qu'à cela ne tienne, moi je dis que c'est une affaire interne au PDCI, mais il y a plus intéressant au PDCI. Vous regardez le RHDP, je suis désolé, il faut regarder Billon, qui est en train de mobiliser depuis un certain temps. Et sa dernière sortie à Sakassou, je crois que c'est cela, on a vu le monde qui drainait, lui aussi. Ça veut dire que le problème que Billon a posé depuis le départ et qui est en train de revenir aujourd'hui en surface de façon progressive, ça va être cela la véritable réalité du PDCI. Ce ne sera même pas le RHDP. Ça serait qu'en interne, leur leader pose un problème à un groupe important, comme les Tiritano. Un monsieur respectable qui jusqu'à ce jour n'est pas encore sorti, mais dont on sait. Dont on sait aujourd'hui qu'il est une forte personnalité au sein du PDCI. Je dis, bravo à vous qui êtes en train de rassembler, mais la meilleure façon de rassembler, et c'est ce que vous n'avez pas généralement, c'est laquelle? C'est de dire la vérité aux gens. Et c'est cette vérité que vous ne dites pas. C'est vous qui n'avez pas la vérité. J'ai posé une question, est-ce une victoire pour Thiam? Vous savez, devant l'adversité, le président Thiam affirme son leadership et on le voit au sein du parti. C'est une adversité qui se manifeste devant lui aujourd'hui. Et il a compris mieux que quiconque. C'est pourquoi il a programmé le bureau politique au 5 avril. Et il a dit, en programmant le bureau politique, il veut une compétition ouverte.
tous ceux qui veulent aujourd'hui compétir hein, pour aller en candidater pour le PDCI sont appelés à venir à ce bureau politique pour proclamer la convention qui va voir le challenger du PDCI sortir de là. Donc, je crois que le PDCI même a compris qu'aujourd'hui, il faut faire son unité. Mais est-ce qu'avant d'aller compétir, ce n'est pas aussi intéressant de faire respecter d'abord les textes, les lois, les statuts du parti? C'est cette vérité qu'ils disent pas. Et non, ils ne le disent pas. Voilà la vérité qu'ils disent pas. Mais tu me fais marrer quand tu le dis. Mais les textes du parti sont respectés depuis toujours. Ceux qui se plaignent aussi, c'est ce qu'ils... Mais ils ont reproché... Non, lequel des textes? Parce que, non, s'il te plaît. Moi, je pense que quand tu veux prendre une plainte pour l'évoquer publiquement, il faut en tenir compte. Hein. Oui. Les textes du PDCI sont clairs dans son article 49. Pour être candidat à la présidence du PDCI, il faut être ivoirien. Jamais ivoirien. Hein, certains estiment que ce n'est pas le cas aussi au PDCI. Non, ce n'est pas le PDCI, c'est les textes. Attends, quand on en vient au texte, il faut lire les textes. Il y a aussi des militants, des membres du bureau il y a le texte politique, des membres du bureau politique du PDCI, tels que Valérie Apo, qui estime que Thiam n'a pas respecté les conditions d'éligibilité à la tête du PDCI. Non, j'ai dit, il y avait un comité électoral, un comité qui était en charge des élections. Oui. Ce comité-là a validé des candidatures, parmi lesquelles c'est de Thiam. Moi, j'avais dit à ce comité-là, celui-là ne respecte pas les conditions, alors que le comité a toutes les conditions à respecter. C'est moi, je lui dis qu'il ne respecte pas les conditions. C'est le comité qui a même de valider une candidature ou pas. Je dis, il ne faut pas rentrer dans des polémiques qu'on ne peut pas, on ne peut même pas les démontrer. Moi, tu vois souvent, j'ai dit, lorsque notre ministre de la Justice se met devant les caméras pour dire que cette constitution-là, par n'importe quelle alchimie, Ouattara ne peut pas avoir une troisième candidature. Bon. Et que non, je viens pour dire que non, pour dire que le Conseil constitutionnel valide cette candidature-là. Je dis, pour ce qui est du juridisme, il faut laisser aux juristes. Oui. Pour ce qui est du juridisme. Oui. Parce que cette polémique que vous tentez de soulever là, elle n'a pas lieu d'être. Parce que juridiquement, ce comité-là a validé les candidatures. Moi, je ne soulève pas une polémique. Elle existe déjà au PDCI. Non, c'est pas qu'elle existe. Mais si elle existe, que toi, tu l'amplifies. Aujourd'hui, on ne veut pas publier les propos de Denis Pacheco. C'est parce qu'on te dit que si tu les publies, tu vas les amplifier. Sur les réseaux sociaux, mais si on a su une tribune plus sérieuse. Non, s'il te plaît. La polémique, elle est faite pour qu'on en parle. Oui, mais la polémique, elle est faite pour qu'on en parle, pour qu'on s'en tienne aux tests. Moi, je te dis que les tests du PDCI sont clairs. Pour être candidat à la présidence, voilà, c'est les conditions. Et je pense que si le comité électoral l'a validé, c'est pas étudiant en termes de respect. Mais justement... Alors, monsieur, nous sommes à la fin de l'émission. Un dernier tour de table. Voilà. Je crois que... C'est votre dernière prise de parole. Écoutez, M. Khalil, c'est le reproche justement qu'on fait au président Thiam du PDCI. Que ce soit Billon, que ce soit Mme Yapo, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche le fait que justement votre comité là ait fait passer M. Thiam alors qu'il ne respecte pas les critères, il ne respecte pas les textes. Ça, maintenant, vous pouvez me dire... Ça, c'est une opinion. Ce n'est pas une opinion. C'est une opinion. C'est écrit noir sur blanc. Qui ne respecte pas les textes? Absolument pas. On dit de faire 10 ans au bureau politique. Il a fait 20 ans en France. Il faisait quoi là-bas? 20 ans qu'il n'a pas été au bureau politique. Or, il fallait faire 10 ans de façon continue en étant membre du bureau politique. Il n'a pas été. Ah, selon toi. Pas selon moi. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, c'est sa dernière prise de parole. Donc maintenant, moi, je le comprends. Thiam, vraiment, c'est à la limite, c'est leur dernier rempart. Je suis d'accord. Mais seulement, je leur dis, Thiam a du boulot à faire. Il faut dire au président Thiam, il a du travail à faire. Parce que on ne peut pas être absent d'un pays pendant 20 ans. On ne peut pas, à côté, frustrer ceux qui ont abattu le travail en interne et penser qu'avec un coup de bâton magique, on va réussir le plus large rassemblement. Il a du travail à faire, c'est ce que je dis. D'accord, c'est bien compris. Alors, Beta, je ne dis pas que Thiam n'est pas éligible. C'est au Conseil constitutionnel de décider. Moi, je parle au regard de ce qu'on voit tous, du factuel. C'est une hypothèse que j'émets. Si vous commencez à rire déjà, si Thiam sa candidature n'est pas retenue pour la présidentielle en 2025, vous qui êtes analyste, observateur de la vie politique en Côte d'Ivoire, l'option idéale pour le PDCI serait qui?
Bon, le si, là, comme on dit souvent, si on peut construire le monde. Hein. Si Ouattara, même la candidature de Ouattara n'est pas retenue en 2025, qu'est-ce que le RND... Voilà. Si la candidature de Babo n'est pas retenue... Si. Bon, pour l'instant, le PDC, le parti, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a un seul candidat. C'est Tidiane Thiam. Pour l'instant, le parti. Moi, je ne suis pas membre de ce parti-là. Donc, moi, j'analyse ce que le parti dit. Le parti dit, notre candidat, c'est Thiam. Donc, je m'en tiens à cela. Non, je vous interroge en tant qu'analyste. Mais si je dois faire une analyse sur ça, comme tout candidat, le parti va aviser. Le parti va aviser. C'est au parti d'aviser. Ce n'est pas à moi. Moi, ce que je peux dire qu'aujourd'hui... Le parti pourrait se rabattre sur Bion. Ce serait une bonne option. Je ne sais pas. C'est les militants qui décident. Ils ont élu Thiam à près de 96%, à plus de 96%. C'est qu'ils y mettent leurs espoirs en lui. Et je pense qu'il ne décevra pas les informations. Il ne décevra pas les espoirs. Maintenant, pour parler de son absence, comme mon co-débatteur l'a évoqué, rapidement, je veux le rassurer. Thiam a fait sa terminale ici. Qui demande aux autres si vous en faites un terminal. Parce que c'est pour dire qu'il est là. Il est là avec nous depuis longtemps. Il n'est pas sorti de nulle part. C'est le premier Ivoirien qu'on a présenté qui rentrait à Polytechnique. À 17 ans. À 82. C'est vraiment dommage. S'il vous plaît. Vous êtes ridicule quand vous évoquez ces questions-là. Quand vous évoquez ces questions, vous êtes ridicule. Parce que ceux qui sont là au pouvoir, demandez-leur où ils ont fait leur terminal. Permettez-moi de vous relancer sur ça. Quand vous dites que Thiam a fait la terminale en Côte d'Ivoire, vous voulez dire quoi? Vous voulez montrer... Est-ce que ce n'est pas faible, de toi? Je vais lui dire c'est vraiment... L'appartenance à la Côte d'Ivoire... Voilà, s'il cherche quelqu'un qui n'a pas de traces ici, là, qui le cherche ailleurs, pas sur Thiam. Mais M. Peta, vous êtes d'accord aussi que des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, des non-Ivoiriens ont fait la terminale ici? Voilà. Vous êtes d'accord? Fait la terminale d'un pays, ça veut dire quoi? L'Ivoirien Thiam a fait la terminale ici. Est-ce que non, parce qu'il parlait de son absence. Il parle de son absence au pays. Je dis s'il y a quelqu'un qui était absent au pays là, il faut le chercher ailleurs. C'est pas chez Thiam. Thiam a été toujours Merci beaucoup. Depuis 1994, il est dans le bureau politique. Depuis 1994, il est dans le bureau politique. Depuis 1994, il est dans le bureau politique. De nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes à vendredi prochain. Merci. Il est au bureau politique.